bah volontiers. Mesdames, Messieurs, bonjour et donc bienvenue pour cette conférence d'ouverture de Vive Industrie consacrée à l'impératif de la modernisation et de la transformation humaine et technologique des entreprises industrielles. Moi, je m'appelle Nicolas Kessler, je suis animateur journaliste et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence. Donc, un sujet dont nous allons discuter avec les intervenants qui sont autour de moi. Donc, vous l'avez entendu, Monsieur Alain Rousset nous rejoindra d'ici quelques minutes. Et puis, ce qu'on a prévu, c'est un petit temps de séance de questions-réponses avec vous pour que vous puissiez interagir avec nos intervenants et leur poser vos questions. Alors, ce matin, nous avons avec nous Monsieur Bruno Grandjean, qui est président de l'Alliance Industrie du Futur. Bonjour monsieur. Je vous invite à prendre un micro. Alors brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas bien encore l'Alliance Industrie du Futur, un petit mot sur cette grande communauté. Alors oui, effectivement, l'Alliance pour l'Industrie du Futur, c'est une communauté d'industriels qui pensent qu'avec le numérique, eh bien, il y a des moyens de revenir dans la course, de gagner en compétitivité. Mais ce ne sont pas que des industriels, c'est également toute la communauté de l'industrie. Et la communauté de l'industrie, ce sont bien entendu des écoles d'ingénieurs, les arts et métiers par exemple, mines, télécom et d'autres. C'est également des centres de recherche, beaucoup de centres de recherche appliquée, qui sont évidemment des partenaires essentiels de l'industrie. Alors à vos côtés, donc 3 industriels qui ont basculé dans l'ère de l'industrie 4.0. Alors on a choisi un grand groupe, une ETI et une PME pour être le plus représentatif possible du tissu industriel de la région. Je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour qu'ils se présentent et en quelques chiffres clés, leur entreprise et leur cœur de métier. On va commencer avec vous, Monsieur Patrick Scholz. Vous êtes PDG de Luxor Lighting. Oui, donc Luxor Lighting, on est équipementier automobile. Donc ça paraît un peu surprenant puisqu'on est une PME de taille réduite, 140 personnes. On fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une croissance très forte, même si le secteur automobile est un secteur hyper compétitif. Et ça nous a obligés à tendre vers le 4.0. Alors on n'y est pas encore, parce qu'on est une entreprise qui est vieille, donc il a fallu moderniser. Par contre, c'est un objectif et c'est ce qui nous a permis de prendre des parts de marché et de nous développer. Et c'est ce qu'on verra dans un instant. On rentrera un peu plus en détail dans cette modernisation technologique. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Il y a également avec nous Monsieur Boris Lombard. Vous êtes président de KSB France et vous représentez ce matin, si je puis dire, notre grand groupe. Oui, alors KSB est une société qui fabrique des pompes et des robinets. Nous sommes en tout 16 000 dans le monde. Nous réalisons à peu près un chiffre d'affaires de 2,4 milliards. Et en France, nous sommes 1700 avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, présents dans la région, puisque nous avons 4 usines en France, dont une à La Roche-Chalais en Dordogne, qui est d'ailleurs la plus grande usine que nous ayons en France, puisque nous avons à peu près 450 personnes sur notre site de La Roche-Chalais. C'est un site dans lequel nous avons investi 27 millions d'euros sur les 4-5 dernières années, avec dans ces 27 millions d'euros beaucoup de nouvelles machines et de robotisation également. Et à vos côtés, le président du groupe Ventana, Monsieur Gérard Russo, et vous représentez notre ETI ce matin. Voilà, donc Ventana aujourd'hui c'est 500 personnes, à peu près 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 sites de production, 2 en Nouvelle-Aquitaine, 1 en Occitanie, 2 en région parisienne, un site en Autriche et un site en Suède. Alors, notre activité principale, on va dire, est la réalisation d'ensembles métalliques à partir des technologies de fonderie et puis ensuite toute la partie, on va dire, usinage de ces fonderies pour livrer des produits finis aux clients. Et on verra avec... Oui. Voilà, et on a investi, on va dire, ces 3 dernières années, environ 10 millions d'euros pour faire, on va dire, muter ou transformer notre métier vers ce qu'on appelle, nous, la fonderie 4.0. Ouais, vous nous en parlerez un peu plus en détail aussi de cette fonderie 4.0. Alors, on va débuter cet échange en rappelant le contexte dans lequel évolue aujourd'hui l'industrie française. Les chiffres sont plutôt inquiétants. L'industrie française a perdu près de 20% de son poids dans le PIB en 15 ans. Elle a par ailleurs perdu plus d'1 million d'emplois en 25 ans. Notre balance commerciale est également un peu triste à regarder. Alors, dans ce contexte peu favorable, Bruno Grandjean, est-ce que le pronostic vital est engagé pour la France ? Oui, l'État est stabilisé, mais le pronostic vital est toujours malheureusement un petit peu engagé.
on a connu malheureusement 2 décennies assez terribles et je crois que il y a eu tout de même un changement et je voudrais quand même le dire, c'est un peu ici que ça s'est fait. Enfin, le président Rousset a été un de ces militants de l'industrie parce que finalement la France avait fait le choix d'une société post-industrielle. L'industrie, on pensait que c'était arrangé au magasin des accessoires et que tout comme l'agriculture n'employait plus que 1% de la population, eh bien l'industrie allait suivre le même chemin. Et puis on s'est rendu compte que c'était une erreur grave. Alors il y a aujourd'hui des motifs d'espoir, notamment je pense que le diagnostic a été fait et on a vu à travers les états généraux de l'industrie, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, à travers des actions comme le rapport Gallois, une prise de conscience. Et un début de solution a été trouvé, notamment sur les problèmes de compétitivité coût. Et puis, on a commencé, et nous militons activement au sein de l'Alliance pour l'industrie du futur, à voir des jeunes revenir vers nos métiers, ce qui est une des clés du rebond de l'industrie française. C'est évidemment, même au-delà de la compétitivité coût, la qualité des femmes et des hommes qui s'engagent dans l'industrie, qui feront sa compétitivité. Donc, il y a aujourd'hui des signes favorables. Je voudrais juste en citer un. C'est que le niveau d'investissement en France, c'est très important dans l'industrie. C'est qu'on voit des ventes de robots, par exemple, qui sont aujourd'hui en France supérieures à ce qu'elles sont en Allemagne. C'est quasiment historique, c'est un retournement, c'est encore tout récent. Il faudra plus de 10 ou 15 ans à ce rythme pour revenir vraiment dans la course. Mais il y a vraiment une inversion de courbe et une volonté des industriels français de se prendre en main. Et je crois que vous avez ici réuni des industriels qui sont justement, à travers leur exemple, des motifs d'espoir pour l'industrie française qui, je crois, toujours, c'est une des qualités françaises. Vous vous souvenez ce qu'on disait dans le football, c'est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Eh bien, dans l'industrie, c'est un peu pareil aujourd'hui, mais on peut peut-être suivre l'exemple des footballeurs. Alors, juste avant d'avoir justement leur retour d'expérience, j'ai une question par rapport au terme et au thème de notre table ronde qui est l'impératif de se moderniser. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que ça veut dire qu'on fait table rase de l'outil industriel tel qu'il est aujourd'hui? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça, c'est une fausse conception. Nos métiers, évidemment, ils sont irrigués, ils sont alimentés par le numérique. Mais nous gardons des savoir-faire anciens. Usiner des pièces, ça réclame une connaissance des matières. Ça demande une connaissance des conditions de coupe, ça demande une connaissance intime de certains paramètres qui sont des invariants, on va dire, des choses qui existent depuis très longtemps et qu'il faut conserver. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, eh bien, ces métiers évoluent. Et donc cet amalgame entre des métiers traditionnels et l'apport du numérique, c'est cela le défi qui attend les industriels aujourd'hui, sans parler des changements en termes de management qui sont également au cœur de cette révolution numérique. Et tout ça, effectivement, nous allons donc en parler avec vous trois messieurs, donc autour de 3 axes, technologique, humain et l'aspect environnemental également, qui fait partie de l'industrie 4.0. On va commencer avec une question toute simple avec vous, monsieur Scholz. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous moderniser? Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez en pleine croissance. En fait, à un moment donné, comme on était une petite PME avec des difficultés qu'on peut trouver dans le milieu industriel et automobile, c'était plus un problème de survie. Donc, l'avantage, c'est que quand on est en survie, on ne se pose pas trop de questions. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est apporter du service à nos clients. Et profiter d'une mutation technologique. Donc nous, on est dans le lighting. On a basculé des lampes au LED. Et l'avantage d'une PME comme la nôtre, c'est qu'on est hyper flexible. On a une grosse capacité à s'adapter. Et on a rebondi sur ce changement de technologie en y apportant des ressources en fait, de calcul et de simulation. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est vieille. On a 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on fait du lighting. Par contre, on a apporté dans l'entreprise un savoir-faire de simulation et de conception, donc tout ce qui est numérique, qui nous a permis d'apporter à nos clients le même niveau de service que les gros, avec l'avantage d'être petits. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a permis de nous différencier, d'attraper des business, en gros, ce que les autres ne voulaient pas et qui correspondait à notre core business. Et comme on avait les moyens de calcul, on avait cette capacité à ne pas se tromper, parce que quand on conçoit des produits, il ne faut pas se tromper, parce que si vous vous trompez, vous plantez. Et donc on a réussi, on ne s'est pas trompé. Au niveau des produits, on a réussi à faire des produits qui étaient robustes, qui ont
était toujours un petit peu difficile à industrialiser, mais le produit en lui-même, il satisfaisait le client, il répondait au cahier des charges. Et c'est avec ça qu'on a réussi à attraper du business. Et ce qui montre finalement votre exemple, c'est que dans un marché hyper compétitif, très concurrentiel comme celui de l'automobile, l'innovation est la clé de la réussite et des gains de compétitivité pour vous. Tout à fait. Et ça, c'est aussi un autre avantage d'une PME, c'est que dans une PME, quand on fait de l'innovation, elle est très appliquée. C'est-à-dire que nous, on n'est que 140. Hein, on est une vingtaine en support, en développement. Et on est très proche de la production. Ce qui fait que bien sûr qu'on vend du rêve, c'est comme ça qu'on attrape du business. Mais à la fin, il faut le fabriquer, quoi. C'est vrai. Et donc ça, on arrive à le faire et on arrive à connecter en gros le rêve avec la réalité, ce qui n'est pas toujours facile. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Monsieur Lombard, vous, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous moderniser? Est-ce que c'est le fameux triptyque qualité, prix, délai? Vous ne pouviez pas rester à la traîne malgré le fait d'être un grand groupe? Alors nous sommes aussi une vieille entreprise. Hein. KSB est un groupe allemand, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Ouais. qui est né en 1871. Donc on va bientôt fêter les 150 ans d'entreprise. On a dû se moderniser, notamment sur notre usine de La Roche-Chalais, pour aller conquérir de nouveaux marchés. Pour information, on y fabrique des vannes cryogéniques qui vont notamment sur les méthaniers, hein, pour des applications de gaz naturel liquéfié entre autres, et que l'on vend à des chantiers navals en Corée, au Japon, en Chine. Donc il faut imaginer cette usine à 1h30 de Bordeaux, au milieu des champs, qui est en lien direct avec l'Asie et avec des clients prestigieux comme les chantiers navals coréens qui sont très exigeants. Donc lorsqu'on veut aller conquérir des marchés aussi lointains sur des technologies aussi avancées, il faut évidemment être innovant dans le produit, mais il faut aussi avoir... on parle de projets qui, chacun, très rapidement, vont monter à 3, 4, 5 millions d'euros. Donc, avec des coûts très tendus, il faut avoir cette capacité à offrir de la qualité et également un prix adéquat, sachant que le délai, on est tout de même handicapé, puisqu'on se retrouve à 2 mois de bateau, 2 mois et demi de bateau de nos clients. Donc, il faut être encore plus innovant, encore plus compétitif pour y arriver. Et aujourd'hui, une manière d'être innovant. On connaît les systèmes d'amélioration continue et ça continue encore, bien évidemment. C'est d'ailleurs le fondement même de la digitalisation. Aujourd'hui, ce que la digitalisation nous permet, c'est d'aller plus loin dans l'amélioration continue, de se saisir de leviers nouveaux qui vont nous permettre de gagner du temps. Donc on a beaucoup robotisé, on a aussi beaucoup automatisé les processus qui permettent de connecter directement nos clients à notre usine de production. Aujourd'hui, 2/3 des commandes que l'on reçoit à l'usine ne passent pas par le traitement de commandes. Nous avons un système de configuration de nos produits qui permet aux clients directement de passer leurs commandes et les commandes sont rentrées directement dans l'ERP, dans le système de production de l'usine. C'est un des exemples nombreux de la digitalisation. Il y en a d'autres, mais qui permettent justement de gagner en flexibilité, en réactivité et en coût également. Pour vous, Monsieur Russo, donc vous nous l'avez dit, Ventana, vous fabriquez des pièces métalliques qui sont destinées notamment au secteur de l'aéronautique. Ce qui vous a poussé à vous moderniser, c'est justement ce besoin d'agilité que vous demandent maintenant vos clients. On ne peut plus faire de fonderie à l'ancienne puisque l'aéronautique veut que ce soit plus rapide, plus efficace. Alors, bon, comme dit M. Grandjean, si on parle de métiers traditionnels, À la fonderie, c'est... la fonderie, j'ai l'habitude de dire que c'est le 2e plus vieux métier du monde. Donc, puisque les Égyptiens, il y a 6000 ans, faisaient déjà de la fonderie. C'est vrai. Voilà. Donc nous, on s'est retrouvés, on va dire, dans une impasse, ou quasiment dans une impasse, puisque le leitmotiv, on va dire, quels que soient les secteurs, c'est la réduction des cycles de développement. Et la fonderie, de la manière dont elle était organisée, avait des cycles qui commençaient à être supérieurs au cycle de développement du produit final. Donc, ça causait vraiment un très très gros problème à nos clients. Là-dessus venait se greffer aussi un certain nombre de problèmes de qualité, puisque par définition, on va dire, on a un magma là, que l'on vient mettre dans un moule, et puis il faut essayer de maîtriser tout ça pour que la matière, lorsque ça s'est refroidi, elle soit homogène, elle ait toutes les caractéristiques qui vont bien. Donc
on était, je dirais, face à ce problème. Et la seule manière dont on a réussi, on va dire, à s'en sortir, c'est que l'on a pris chaque étape de notre process et puis on a regardé quelle était la solution que je vais qualifier de rêvée. Alors, comme nous sommes dans un métier de niche, ça a été, on va dire, un petit peu plus compliqué puisqu'il n'existait pas d'application en tant que telle par rapport à nos métiers. Donc, on a regardé ce qui se rapprochait le plus de ce dont on avait rêvé. Et puis ensuite, au travers de programmes de R&D et de partenariats avec les constructeurs, on l'a adapté à notre métier. Donc aujourd'hui, on est arrivé, on va dire, à un stade où toutes les étapes, depuis, on va dire, les études de fonderie, tout est fait en simulation numérique. Donc il n'y a plus de nécessité de couler des pièces physiquement pour avoir le résultat, on va dire, de la qualité métallurgique ou dimensionnelle. On a également digitalisé toute la partie, on va dire, de coulée, où on maîtrise aujourd'hui ça au travers d'installations, on va dire, automatisées, alors qu'auparavant, bien souvent, c'est l'image du fondeur avec son creuset et puis la casserole et on remplit le moule. Donc tout ça, ça n'existe plus. Puis ensuite, dans la partie, on va dire, ce qu'on appelle chez nous l'aval, là également, on a introduit toutes les technologies de RX numérique, les technologies de scan par lumière, etc. etc. Alors, il faut savoir aussi que tout ça, ça s'est fait dans un contexte réglementaire. Dans l'aéronautique, vous ne pouvez pas modifier ce qu'on appelle des procédés spéciaux sans aucune qualification. Donc, il a fallu aussi démontrer que tous ces changements, c'était pour du mieux ou en tout cas au moins équivalent. Donc ça a été un process assez long, ça nous a pris près de 3 ans. Mais aujourd'hui, on a lancé ce qu'on appelle notre process de fabrication augmentée. Alors j'allais oublier l'impression 3D qui se promène là au milieu, mais qui nous permet aujourd'hui, on va dire, de diviser par 4 nos temps de développement, donc d'être revenu à des temps compatibles avec on va dire, le développement de nouveaux programmes aéronautiques. On divise aussi par 2 les coûts, donc ça intéresse nos clients. Et par rapport à la techno d'impression 3D, on a un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la dimension et quel que soit l'alliage, je sais vous faire une pièce. Alors qu'en impression 3D pure, vous avez une quinzaine d'alliages à votre disposition et la taille des pièces est quand même encore relativement réduite par rapport à ce qu'on peut faire. Et mis tout ça bout à bout a permis que, il y a 6 mois, l'Alliance Industrie du Futur nous a labellisés. Voilà, et vous êtes maintenant donc vitrine de l'Alliance Industrie du Futur. Tiens, un mot. Ça me permet sur cette vitrine Alliance Industrie du Futur, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant avec cela ? Alors avec ces vitrines de l'industrie du futur, on souhaite entretenir cet élan de modernisation dont je parlais de l'industrie française. Finalement, les vitrines, c'est un peu l'avant-garde. Ce sont ceux qui ont réussi des premiers projets de numérisation de leur chaîne de production, qui ont bâti des usines performantes et qui acceptent d'ouvrir leurs portes et d'entraîner finalement les autres. On croit beaucoup à cette force de l'exemple. Vous savez, pour les industriels, on aime bien les rapports, on aime bien les documents, mais on aime bien voir aussi quand il y a des confrères qui ont réalisé une montée en gamme, une modification de leur process, de pouvoir accéder, de pouvoir échanger. C'est le meilleur moyen d'alimenter ce cercle vertueux dans lequel se trouve l'industrie française aujourd'hui. Et donc, on a labellisé près de 80 entreprises et on devrait avoir une centaine d'entreprises en début 2020. Et d'ailleurs, je vous incite à intégrer ce processus qui est toujours très intéressant. Ce sont d'autres industriels qui finalement étudient votre dossier, échangent avec vous et voient si sur certains points, vous avez innové de manière à pouvoir créer un petit peu des benchmarks, des exemples, des modèles qui servent ensuite aux autres industriels pour progresser collectivement. Et cet esprit collectif, c'est d'ailleurs un esprit un peu nouveau dans l'industrie française où auparavant on fermait un peu ses usines. Aujourd'hui, on partage de plus en plus. C'est un des motifs d'espoir par rapport à ces problèmes de compétitivité que nous connaissons. Et puis on verra avec vous tout à l'heure, on reviendra sur les atouts que vous apporte aussi ce label Vitrine Alliance Industrie du Futur, notamment pour renforcer l'attractivité et le recrutement de talents. Mais avant, on va faire un point sur ce programme Usine du Futur qui a été initié donc en 2014 par M. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il viendra sans doute nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Tous les trois,
vous avez été accompagné, vous avez fait partie de ce programme Usine du Futur. Je voudrais savoir tout d'abord sur quels aspects concrets vous avez été accompagné par la région, Monsieur Scholz. Alors, nous, en fait, le programme Usine du Futur, le démarrage, c'est un diagnostic, donc qui nous permet de mieux connaître un petit peu nos points forts et points faibles. Et nos points faibles étaient des machines un peu vieilles, un manque de robotisation, ce qu'on retrouve un peu partout. Et sur notre secteur qui est concurrentiel, on avait vraiment besoin d'avancer là-dessus. Donc, comme les investissements sont quand même relativement élevés, on a été obligé de cibler en fait notre robotisation pour pouvoir répondre en termes de prix à nos clients en fait en termes d'investissement, quand on est une PME, on a un montant maximum d'investissement qu'on peut faire, donc on les a ciblés. On a des presses injectées, donc on a commencé par y mettre des robots dessus, changer nos robots. Et ça nous a permis de gagner en productivité rapidement. Donc c'est des investissements pas trop élevés avec un payback très rapide. Et à côté de ça, on a créé des cellules robotisées. Alors là, on a bénéficié, on a travaillé avec CITF, qui est une PME aussi à côté d'Angoulême, et qui était très bonne en tout ce qui est assemblage automatisé. Et donc là, pareil, ça nous a permis de proposer, là c'était Renault, sur des éclaireurs de coffre, donc des pièces un peu, on va dire un peu banales, qui sont difficiles à attraper et qui peuvent se vendre on peut vivre dessus uniquement si on est capable de robotiser. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui nous a permis à la fois de faire grandir le chiffre d'affaires et de conserver un certain niveau de rentabilité. Et puis il y a un deuxième aspect aussi sur lequel vous accompagnez la région, c'est ce diagnostic 360 établi grâce à l'accélérateur de PME et qui aboutit à un changement de méthode de management de votre part. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette table ronde. Est-ce que vous pouvez révéler un peu comment vous êtes un homme nouveau, si je puis dire? Nouveau, peut-être pas, j'ai plus de cheveux. Non, en fait, oui, il y a l'accélérateur PME, j'ai fait partie de la première promotion et on était 14 PME, 14 dirigeants à retourner à l'école, ce qui est pas mal. Ça a permis de se rafraîchir un petit peu le cerveau. Et on avait des workshops, ce qui nous a permis d'aborder des thèmes obligatoirement, la finance, le management, tous les thèmes classiques. C'est Kedge qui nous a fait ça, c'était d'un bon niveau. Et ça nous permettait aussi de l'appliquer avec des workshops sur des cas concrets. Et quand vous mettez 14 dirigeants de PME et vous leur donnez des sujets comme ça, on prenait bien sûr des sujets qui nous intéressaient, il ressortait quand même des choses intéressantes. Donc ça, c'était très bon et ça permet de créer un réseau. Comme on disait tout à l'heure, ça nous a permis d'échanger sur nos expériences respectives. On était des patrons de PME avec un potentiel de croissance fort, dans des secteurs d'activité très différents. Et par contre, on avait strictement les mêmes problèmes. En fait, il nous manque toujours du cash. Oui. Et en termes de management, qu'est-ce que ça vous a... Donc, l'autre côté de l'accélérateur PME, c'est en fait un diagnostic. Ah oui. Et ce qui m'a intéressé dans ce diagnostic, c'est qu'il est neutre. C'est-à-dire que vous avez souvent vos clients qui viennent vous voir, qui vous disent « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». Mais en fait, c'est le client qui parle, quoi. Après, vous pouvez avoir un fonds d'investissement, j'en ai un chez moi, qui va me dire « il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça ». Mais en fait, lui, il n'a pas le même raisonnement, quoi. Donc, l'avantage d'avoir un diagnostic labellisé, on va dire, par la région et la BPI, c'est que ça nous donne quelque chose de neutre, quelque chose qui est simplement là pour nous dire si on veut pérenniser l'activité, voilà les points forts, les points faibles. Alors bien sûr, quand on vous dit votre management n'est pas au top et il faudrait le faire progresser, ça fait bizarre au début. C'est un peu difficile à accepter, quoi. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer. Et je pense on était beaucoup trop en mode survie, avec une croissance trop forte, mode survie, donc on perd en efficacité. Et une fois de plus, dans une PME, on n'est pas beaucoup nombreux, et il faut vraiment que chacun soit efficace. Et pour être efficace, il faut un niveau d'organisation un minimum. C'est-à-dire que j'avais un management très directif parce qu'on n'avait pas le temps, et je suis très pressé, et donc j'ai pris un peu de recul, et j'ai fait en sorte que mes collaborateurs soient aussi pressés que moi,
et qu'ils courent aussi vite que moi. Et j'aurais donné de l'autonomie. Et j'ai évité d'empiéter sur leur plate-bande, ce qui permet d'augmenter la motivation. Ça génère aussi des erreurs, obligatoirement, mais c'est le pendant, et c'est comme ça qu'on apprend. Et alors, on n'est pas dans un monde parfait, hein, et puis chez moi, c'est pas parfait. Mais par contre, ça a permis de faire évoluer mon équipe. Et moi-même, ça me permet de prendre du recul et de plus m'occuper de la stratégie et du côté financier. Parce que dans une PME, comme je vous disais au début, ce qui nous arrête, c'est souvent le cash. Donc on a vraiment besoin de travailler ce sujet pour continuer à développer l'entreprise. Mais ce qui vous permet, si je donne une image, vous êtes toujours aux commandes du bateau, mais maintenant vous regardez loin, à l'horizon, et vous êtes moins effectivement la tête dans le guidon. Tout à fait. Depuis un an. Sur quel aspect, vous, Monsieur Lombard, vous avez été accompagné par la région? Vous nous avez dit que la région vous a beaucoup aidé à moderniser l'usine de La Roche-Chalais. Oui, en effet. Alors, lorsque nous avons construit ce bâtiment nouveau pour étendre nos gammes et aller conquérir les marchés dont je parlais tout à l'heure, nous avons investi 27 millions d'euros. La région et également le département de la Dordogne, mais en grande majorité, la région a financé pratiquement 10% des investissements entre le bâtiment et les programmes de R&D que nous avons développés pour pouvoir mettre ces nouveaux produits sur le marché. Et c'était important parce que nous sommes un groupe allemand. Aller servir des clients en Corée avec une usine en Dordogne, alors qu'on a des capacités d'investissement dans d'autres pays, ce n'était pas forcément évident. Donc nous avions un centre de compétences ici déjà existant à La Roche-Chalais sur les vannes papillons, la typologie de vannes que nous utilisons pour ce type de marché, ce qui a été évidemment un élément fondamental. Mais je crois que dans l'équation, l'aide de la région a aussi compté pour faire pencher la balance du côté Dordogne plutôt que du côté Corée, ce qui semblait être aussi une option tout à fait envisageable. Donc ça a été absolument salutaire pour cette activité qui se développe bien, puisqu'aujourd'hui on a une chance incroyable. Le marché du pétrole a été assez déprimé ces 2-3 dernières années. Il remonte. Et il remonte notamment au niveau des applications de gaz naturel liquéfié, puisque l'ensemble de la flotte mondiale donc des bateaux servant au fret passe de plus en plus au gaz, puisque le gaz émet 25% de moins de gaz à effet de serre que le pétrole. Et nous surfons sur cette vague. Donc aujourd'hui, on a une croissance d'à peu près 20% sur cette usine qui fait 125 millions d'euros. Et on a une usine qui est bien chargée maintenant à La Roche-Chalais. Donc c'est vraiment une histoire gagnante-gagnante, quoi. Ouais. Avant d'avoir également vos témoignages sur les aspects sur lesquels vous avez été accompagné pour devenir une fonderie 4.0, je voyais que vous étiez assez d'accord. Est-ce que disait M. Lombard, on a le sentiment qu'effectivement, il y a également dans cette modernisation, ce que vous disiez, ce choix entre La Roche-Chalais et la Corée du Sud, d'aussi la modernisation passe par moderniser nos territoires, et peut-être que l'industrie 4.0, c'est aussi du développement rural. Bien sûr, Boris Lombard l'a très bien expliqué. Ces usines, c'est une fenêtre ouverte sur la mondialisation, sur le monde extérieur. C'est des lieux de création de richesse, c'est des lieux dans lesquels on fait des carrières longues, dans lesquels on a des salaires qui sont plus importants que la moyenne, dans lesquels on se réalise, car on fabrique des projets, on travaille collectivement sur des projets concrets, des projets d'ailleurs à forte valeur ajoutée qui participent d'ailleurs à cette démarche en faveur de l'environnement. Donc c'est vraiment fabuleux pour un territoire d'avoir des entreprises de pointe et des usines du niveau de celles de KSB. Et on peut même penser qu'une partie du malaise actuel, du malaise territorial, vient de la désindustrialisation. Clairement, les usines sont des lieux d'intégration, des lieux dans lesquels il y a une véritable communauté. Et quand elles disparaissent, eh bien, malheureusement, il n'y a pas d'activité qui puisse se placer au même niveau. Monsieur Rousseau, vous de votre côté, donc on a bien compris, vous êtes devenu une fonderie 4.0. Concrètement, en termes de montant d'investissement, sur la région vous a soutenu à quelle hauteur? Vous avez été accompagné comment? Juste avant, je rebondis Oui, par allez-y. rapport à ce que M. Grandjean dit sur les territoires. Nous, effectivement, donc, la fonderie dont on parle, elle est sur un territoire, elle est même au fin fond de la vallée d'Ossau, encaissée entre 3 montagnes, puisqu'elle a été construite il y a 80 ans sur ce site,
à l'époque pour être qualifiée d'inbombardable. Donc vous pouvez imaginer la manière dont elle est enclavée dans la montagne. On l'imagine. Voilà. Donc des installations qui nous avaient, on va dire, pour un certain nombre, 80 ans, qui faisaient la fierté d'ailleurs de certain nombre de personnes. On l'a conservé puisque on a une charpente Eiffel, donc c'est quelque chose. Pas classé au patrimoine encore, mais ça viendra. Donc nous, en fait, la région nous a accompagnés. Alors, on va nous accompagner des investissements et surtout, on va dire dans la partie R&D, où là, on a eu un soutien très très fort, puisqu'on nous a, je dirais, jusqu'à 25% de notre effort de R&D. Mais surtout, ce qui est à souligner, c'est que la région nous a fait confiance dans un moment où c'était assez difficile pour nous, puisque en 2015, le marché aéronautique de l'hélicoptère s'est quasiment effondré. Et donc, la société a pratiquement perdu 50% de son chiffre d'affaires en l'espace de 24 mois. Donc, il y a un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de partenaires financiers, qui regardent ça avec un œil un petit peu dubitatif. En plus, vous arrivez en expliquant que vous allez investir massivement, que c'est la bonne période, le bon timing, puisque en ce moment, il y a moins de choses à faire, donc c'est plutôt un bon moment pour investir, pour être prêt au redémarrage, mais il faut juste y croire. C'est là que la région, y croit plus qu'un certain nombre d'autres. Et on va dire qu'aujourd'hui, on a le résultat de tout ça. On est revenu au chiffre d'affaires, on va dire, d'avant notre crise. Et surtout, avec la techno que l'on a développée, on a rentré un tas de nouveaux clients. Puis comme on dit, au fin fond de la vallée d'Osso, on a aujourd'hui, on livre des pièces en Chine, aux États-Unis, sur des grands noms de l'aéronautique, en Allemagne avec Porsche, dans l'automobile de compétition. Donc on va dire que tout ça nous fait dire que on a bien fait. Et puis sans le soutien de la région, on n'aurait peut-être pas été jusque là où on est aujourd'hui. Et on peut être au fin fond de la vallée d'Osso, être complètement dans le match de la mondialisation. Vous en êtes la preuve avec Vantana. Alors, autre volet que je souhaitais aborder avec vous quatre, donc on a abordé le premier volet, je veux dire, de cette table ronde autour de la transformation technologique. Maintenant, abordons l'humain, puisque forcément, qui dit modernisation, dit technologie, cela découle sur l'humain, et notamment dans les méthodes de management qui changent dans l'industrie avec une digitalisation de plus en plus poussée des process. Bruno Grandjean, est-ce que c'est une révolution des pratiques managériales qui se dessine avec cette digitalisation? C'est surtout une obligation. Je crois que ça a été très bien dit par mon voisin. Nos collaborateurs, ils veulent aujourd'hui plus de responsabilités, plus de délégations. Les hiérarchies à l'ancienne et dans l'industrie, on vient de loin. La hiérarchie, elle était construite sur le modèle de l'armée dans l'industrie. Vous aviez les ingénieurs qui étaient des officiers, les contremaîtres des sous-officiers et les ouvriers des hommes de troupe. Et ça, c'est totalement fini parce qu'aujourd'hui, l'information qui servait souvent à protéger un certain nombre de managers qui avaient accès aux informations, bien le numérique donne l'accès aux informations à tout le monde. Donc la véritable hiérarchie aujourd'hui, elle doit être basée sur la compétence. Elle doit être basée sur la capacité à faire grandir ses collaborateurs. Et ça, c'est une des recettes des entreprises qui marchent très bien. Deux exemples que l'on utilise assez souvent, des très grandes entreprises, mais vous prenez Toyota dans le nord de la France, eh bien s'ils arrivent à faire encore des petites voitures en France, c'est parce qu'ils arrivent à embarquer leurs collaborateurs dans un vrai projet collectif et à mobiliser toutes leurs équipes. Michelin est également dans cette démarche. Beaucoup d'entreprises le font à leur échelle. Et je crois que c'est là des gains de productivité qui sont sans commune mesure, même avec la robotisation ou avec d'autres domaines. Donc savoir créer du collectif, c'est vraiment le défi auquel sont confrontés les dirigeants d'entreprise, avec toute une série de recettes différentes dans chaque entreprise. Mais si on veut attirer des jeunes aujourd'hui dans nos métiers, il est clair que les hiérarchies anciennes ne fonctionnent plus. Je crois que vous rejoignez, M. Lombard, ce que dit M. Grandjean. Pour vous, en fait, on peut tirer profit de la digitalisation uniquement si on se base sur un management participatif. Sinon, ça ne marche pas. Absolument. On ne peut pas imaginer que la digitalisation, c'est quelque chose qui vient du haut, un espèce de master plan qui serait décidé par la direction d'entreprise et mis en place ensuite par les ouvriers. C'est tout le contraire. Et c'est plutôt une série d'améliorations continues sur le terrain en utilisant les leviers de la digitalisation qui permettent d'en profiter pleinement. Donc c'est un long chemin.
Ce matin, je discutais avec un collègue sur une initiative qu'on a pris, alors pas à La Roche-Alais cette fois-ci, mais dans notre usine de Lille, où on fabrique des pompes. Et sur une ligne de fabrication de rotors, on arrive, grâce aux initiatives prises par nos collaborateurs, à réduire le délai de production de 17 jours à un jour seulement et de diviser nos stocks par 3. Donc ça, ce sont des efforts qui sont faits localement, ce sont des idées qui naissent sur le terrain et qui, dès lors qu'on utilise aujourd'hui les techniques nouvelles de la digitalisation, peuvent être encore davantage optimisées. Donc là, ce qu'on va faire en plus, c'est du contrôle qualité en temps réel le long de la ligne, c'est du Kanban électronique. On adjoint à tout cela des outils digitaux qu'on n'avait pas avant et qui permettent de gagner en productivité. La méthode de fonctionnement ou de mise en place, chez nous, en tout cas chez KSB, mais c'est un petit peu partout pareil de la digitalisation, c'est ce qu'on appelle les pilotes. En anglais, les POC, les Proof of Concept. Donc, on part d'une idée. Je vous citais la possibilité d'aller le long de la chaîne de production sur ce bout de chaîne, d'aller contrôler la qualité des produits au travers de mesures qui sont déjà disponibles. On va voir si ça marche sur ce petit bout de chaîne. Et puis, si ça fonctionne, si on réalise des gains qui nous semblent intéressants, on va pouvoir élargir le champ de cette application à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble de l'usine. Voilà, c'est typiquement comme ça que ça se passe et ça ne pourrait pas se produire si l'initiative ne venait pas du terrain. Or, pour que l'initiative vienne du terrain, il faut que les collaborateurs se sentent libres d'agir, de proposer, de remettre en question. Et c'est ainsi que le management, et c'est ce que M. Scholz disait tout à l'heure, doit être complètement modifié et le challenge que l'on a pour la digitalisation, il est plutôt dans le middle management. C'est changer finalement tous ces managers intermédiaires qui étaient dans un mode de fonctionnement parfois un peu directif, qui prennent un risque à changer, à accepter d'être eux-mêmes remis en cause dans leurs idées et à organiser le dialogue et libérer les énergies dans un cadre donné. Hein. Donc le cadre est connu, mais il faut tout de même que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès lors qu'on arrive à changer ce style de management, je dirais que le modèle nous échappe. C'est-à-dire que l'énergie que ça libère et les initiatives que ça libère sont absolument phénoménales. Des bienfaits internes, donc la digitalisation des industries, mais également des bienfaits externes. Vous l'évoquiez. Quand je parle de bienfaits externes, c'est renforcer l'attractivité, bien entendu, des métiers de l'industrie. Et c'est vrai que quand on a une promesse de numérisation, de fonderie 4.0, je pense à vous, Monsieur Rousseau, je pense que pour attirer les talents au fin fond de la vallée d'Ossau dont vous nous parliez, heureusement que vous êtes modernisé et vous arrivez à avoir des profils à très haut potentiel maintenant chez vous. Voilà, bon, comme on l'a dit, la fonderie était un métier traditionnel, avec aussi une image traditionnelle. Zola est pas loin. Donc, je dirais, on avait aussi un problème en dehors du territoire, puisqu'on est très enclavé. Au-delà de ça, on a même un recrutement qu'à 180 degrés, puisque juste derrière nous, il y a la chaîne des Pyrénées et c'est l'Espagne. Donc, en termes de recrutement, en plus, on n'est pas à 360. Et donc aussi un problème d'attractivité par rapport, je dirais, à l'image de la fonderie. Donc aujourd'hui, au travers de... Bon, faut savoir qu'il y a 10 ans, la fonderie à Arudy, il y avait en tout et pour tout à peu près 5 PC sur toute une usine. Aujourd'hui, les opérateurs sont avec des tablettes, avec des capteurs, avec un certain nombre de choses. Donc déjà, dans l'évolution du métier, ça a été quand même assez violent. Et surtout, par rapport à ça, on a réduit un certain nombre de choses par rapport à la pénibilité que ça pouvait représenter. Donc de là, effectivement, ça nous a permis d'ouvrir, on va dire, le champ des recrutements à des nouveaux profils. Aujourd'hui, puisqu'on parle de simulation numérique, c'est un métier qui, encore 5-6 ans, n'existait pas vraiment chez nous. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, toute une armée de jeunes ingénieurs, jeunes élégants bipèdes, là, qui sont devant leurs écrans à faire des simulations numériques, à parler d'éléments finis et autres, je dirais, choses mathématiques qui nous dépassent. Et ça, il y a 5-6 ans, ça n'existait pas. Ce n'était pas du tout dans le métier.
La même chose en termes de radio numérique. Aujourd'hui, on a un projet sur lequel d'ailleurs la région nous aide, de développer une intelligence artificielle pour interpréter les clichés de radio numérique. Alors, sincèrement, lorsqu'on a fait l'acquisition de notre installation, on pensait que c'était quelque chose qui existait, qu'on n'était pas des précurseurs, et on a fait le tour du marché et finalement, ça n'existe pas. Donc, on est en train de travailler sur un programme de R&D pour introduire l'intelligence artificielle. Alors, moi, je dirais pas l'intelligence artificielle, ça n'a rien d'intelligent. Mais on va dire le traitement d'une masse énorme de données que le cerveau humain a du mal, à interpréter. Ça n'a vraiment rien d'intelligent. Je pense qu'aujourd'hui, même l'intelligence artificielle, le fait d'employer le mot, fait peur, alors que c'est pas du tout, je ne pense pas que c'est le bon mot. C'est un système qui permet d'appréhender une masse de données qu'un être humain commence à avoir un petit peu de mal à appréhender. Mais ça n'a strictement rien d'intelligent. Et alors, justement, intelligence artificielle ou pas intelligence, ça dépend comment on se situe. Est-ce que, je reviens sur cette attractivité des métiers de l'industrie, est-ce qu'il faut vraiment encore changer cette image? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des jeunes générations ou on est sur un point de bascule? Alors ça s'améliore, on fait des enquêtes régulièrement avec les arts et métiers, par exemple tous les ans, pour voir un petit peu, ça s'améliore. Mais regardez aujourd'hui, dans l'industrie, malheureusement, même dans les grandes écoles, aujourd'hui, vous avez relativement peu de femmes. C'est un marqueur du retard sociétal de l'industrie par rapport au reste de l'économie française. Et donc, ce travail, il faut le poursuivre, il est clé. La qualité des collaborateurs, c'est ce qui fait la compétitivité d'une entreprise. Et donc, nous militons activement avec de nombreux industriels pour changer cette image dégradée qui n'existe d'ailleurs pas en Suisse, en Allemagne, en Italie. Dans beaucoup de pays, les métiers de l'industrie et de la production sont vus comme des métiers nobles dans lesquels on se réalise. Et en France, on a un petit peu, on est passé à côté. Alors, on a lancé une initiative assez fabuleuse qui nous donne beaucoup de plaisir parce qu'elle est vraiment basée sur une forme de générosité notamment qui colle bien à l'ère du temps et qui va très bien avec les jeunes. On a, avec de nombreux industriels, et je tiens à remercier Boris qui fait partie du noyau dur, nous montons tous les ans une usine extraordinaire, ce que nous appelons une usine extraordinaire. Nous faisons dans un endroit symbolique qui ouvre un petit peu les yeux des jeunes et des parents et des enseignants, un lieu un peu magique. On l'a fait au Grand Palais à Paris, on vient de le faire à Marseille, à côté du Mucem, un lieu symbolique où on refait pendant 3 jours, pendant 4 jours, une usine. On fait venir nos équipes, nos machines, nos ingénieurs, nos techniciens, nos opérateurs. Et là, on montre la réalité de ce qu'est une usine. Et là, je crois qu'il se passe quelque chose d'absolument fabuleux, car l'image change tout à fait. La pénibilité a en grande partie déserté nos usines. Ce sont des lieux, encore une fois, très nobles, où l'on fait un travail très qualifié. Et ce type de manifestation, je crois, montre une forme également d'autonomie des industriels. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de montrer quelles sont nos valeurs. On n'attend pas tout des autres. On est capable de se prendre en main. C'est une forme d'émancipation finalement des industriels. Et d'ailleurs, j'espère qu'on aura la possibilité de le refaire dans la région, car je ne connais pas bien Bordeaux, mais j'y passe assez fréquemment tout de même. Et là, le petit tour que j'ai fait ce matin me montre qu'il y a un potentiel absolument fabuleux pour essayer d'organiser quelque chose sur place et tourner la page effectivement de ces images d'Épinal qui nous collent à la peau encore. On pourrait parler de Germinal, on pourrait parler aussi des temps modernes, de Chaplin. Vous savez, c'est Charlot qui sert des boulons en courant après avec sa clé à molette. Ça n'existe plus dans l'industrie aujourd'hui. Et vous rejoignez là-dessus. Vous, Monsieur Lombard, vous me parliez vous vouliez que l'industrie devienne un territoire d'épanouissement pour les jeunes générations. Oui, je crois que c'est tout à fait le cas. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que la rencontre avec les jeunes générations est encore une fois gagnant-gagnant. Je ne sais pas finalement qui apporte quoi à qui, mais je pense qu'il y a vraiment un échange qui se fait. On a, comme le disait Bruno, on a à apporter une industrie moderne. Vous prenez un collaborateur aujourd'hui dans nos usines, il est entouré de 2 ou 3 millions d'euros de machines à commande numérique, il prend des décisions tous les jours, il ne sert pas des boulons à la clé à molette. Donc il y a véritablement
des métiers intéressants dans lesquels on a à faire valoir son savoir-faire manuel et intellectuel. Et je pense que c'est vraiment un territoire d'épanouissement. Et c'est très concret. On voit réellement ce que l'on fait. Et c'est aussi un travail d'équipe. Dans une usine, vous avez un creuset de personnes d'horizons différents, de responsabilités différentes, qui travaillent autour d'un projet commun et très concret. Je pense que c'est une manière de donner du sens. Et aujourd'hui, les jeunes font de la recherche de sens un prérequis. Le fait de trouver du sens dans son travail, ça a toujours été un motivateur, quelles que soient les générations. Ce qui est nouveau avec les jeunes générations, c'est qu'aujourd'hui, elles en font un prérequis. On le voit lors des entretiens d'embauche. Avant de nous rejoindre. Et puis on a besoin d'eux également pour nous bousculer. On a besoin de ces natifs digitaux qui sont très à l'aise dans le monde du numérique pour nous faire accélérer. Et je dirais on a aussi besoin de leur exigence. Ce qui est nouveau dans les jeunes générations aujourd'hui, et ce qui est assez remarquable, c'est que d'une part, ils sont pratiquement omniscients parce qu'ils ont l'information à portée de main avec Internet. Et puis, ils ont de véritables exigences. Et parmi les exigences qu'ils ont, il y a la lutte contre le dérèglement climatique. De manière très récurrente maintenant, lorsqu'on reçoit des jeunes en entretien, c'est une question qui est prégnante, qui vient sur la table, et on nous demande concrètement d'exposer ce que l'on fait dans ce sens. Et on a vraiment besoin d'eux aussi pour transformer l'industrie, faire en sorte que l'industrie ne soit plus un monde à ressources infinies, c'était le cas il y a encore de nombreuses années, mais à ressources finies, il faut qu'on prenne aussi soin de notre environnement. Et c'est ce qui est intéressant avec les jeunes générations. Elles nous rappellent qu'on ne peut pas être un citoyen indigné devant son poste de télévision le soir et quelqu'un qui, à l'usine, pousse le chariot dans la mine pour reprendre une image ancienne, sans se préoccuper des conséquences de ses actes. Et je pense qu'en ce sens, les nouvelles générations sont très intéressantes dans ce qu'elles peuvent apporter également à l'industrie. Ce volet environnemental, on verra si on a le temps de l'aborder, il est important, mais avant, j'aimerais accueillir Monsieur Alain Rousset qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Merci beaucoup. Monsieur Rousset, je vous invite à nous rejoindre. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît, le président conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, bonjour Monsieur Rousset, on va pouvoir dresser un bilan avec vous, puisqu'on a eu le témoignage effectivement de ces trois industriels qui représentent un grand groupe. On a Monsieur de KSB, on a effectivement une ETI, nous avons une PME, ça représente le tissu industriel de notre région que vous avez accompagné dans ce programme Usine de Futur que vous avez initié en 2014. Est-ce qu'on peut en faire, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour faire un premier bilan de ce programme Usine du Futur dans la région Nouvelle-Aquitaine avec vous? D'abord, bonjour. Pardon d'arriver à ce moment-là. Je l'ai un peu entendu par mon voisin de gauche. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que, alors que la France s'était départie pendant très longtemps de stratégie industrielle et de politique industrielle, l'usine du futur est une politique industrielle. Est une politique industrielle qui a démarré d'ailleurs sur un territoire. Un de ses auteurs est ici, en face de moi, là. Il a démarré bien avant 2014. D'accord. Bien avant 2014, puisque c'est le moment où une entreprise, en l'occurrence Turboméca, qui est une filiale de Safran, s'interroge soit sur une part de délocalisation, soit sur un déménagement pas loin de l'aéroport de Pau. On est dans une petite ville de 2500 habitants, à 15 km de Pau. Et effectivement, pour le staff de Safran, c'est un vrai défi. Je reconstruis une usine, je repense ses flux, j'automatise, je numérise, je repense l'organisation de la hiérarchie, je dépénibilise. Et le résultat est spectaculaire. Bond de productivité qui double quasiment, et donc la compétitivité qui explose. Et j'avoue d'ailleurs que quand j'ai regardé le rapport parlementaire, dernier rapport parlementaire sur le bilan de l'usine du futur, qui commence par les impôts de production, je me dis, mais qui a pu écrire ça? Un Parisien ou une Parisienne, mais pas une entreprise du territoire.
On en est à 600 entreprises aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on double cela. Moi, ce qui me fait plaisir, honore cette initiative. Alors, c'est l'industriel qui a pris ça, c'est le directeur de l'usine. Moi, je l'ai accompagné assez massivement et j'ai soutenu, avec son président de l'époque, devant M. Béchat, ce dossier. Il y avait beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations. C'est que le mouvement de confiance et de copie, c'est-à-dire, ah oui, ça a donné ça, je visite l'usine, on a fait un centre de formation à côté, on a fait voilà, tout ça se développe. Il y a peut-être une interrogation à se poser si ce mouvement d'investissement massif dans les technologies industrielles, et donc pour la part de l'environnement aussi, c'est considérable. Ce qui était d'ailleurs une anticipation de la réponse de l'industrie pour recruter. Par rapport à ce que vous décriviez des jeunes, vous parliez du domaine environnemental, c'est-à-dire du sens, il y a aussi le problème de la pénibilité. Et j'avoue que moi, les positions nationales, notamment du MEDEF, sur « je refuse la pénibilité », sont incompétentes et stupides. Comment voulez-vous qu'on vienne travailler dans une entreprise avec ce que réclame la jeunesse aujourd'hui si on sait non pas que c'est pénible, mais qu'on ne prend pas en compte la pénibilité. Et cette notion de dépénibilisation est à mon avis essentielle. Mais moi, ce qui me saute aux yeux aujourd'hui pour reconquérir, que l'industrie reconquiert la France, c'est l'image humaine. C'est l'image humaine, d'abord. C'est une image de confiance, de rapport au travail, de bien-être au travail. Alors, que fait-on maintenant? Il faut des moyens. Chaque PME, ETI n'aura pas forcément les moyens de financer. Nous, la région, on prend en charge à 100% l'audit initial et ensuite, en fonction des investissements qui sont faits, on rentre dans le cadre de l'accompagnement selon les règles européennes. Mais il y a un effort d'investissement de l'entreprise. Donc, il y a un effort financier à avoir. Le programme d'investissement d'avenir a commencé un peu à le faire. À un moment donné, on a voulu le confier à la BPI ou à la Caisse des dépôts, comme si ces deux structures comprenaient ce qu'est une usine du futur. Deuxièmement, il y a un problème d'apport technologique. Si je robotise, il faut que j'achète mes robots. Si c'est pour simplement tirer l'économie du Japon, de l'Italie ou de l'Allemagne, il y a un petit problème. Donc, il faut, je regardais dans les Échos ou dans Le Monde ou dans la note de François, parce que François, qui est ici, qui est le pionnier de l'usine du futur, fait une petite lettre confidentielle sur l'usine du futur. Et il citait un exemple dans l'Est de la France où une entreprise était en train de se développer sur les robots. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, tu le diras tout à l'heure. Et c'est intéressant de voir qu'on réindustrialise par la réindustrialisation, si j'ose dire. Et je peux témoigner, nous on coopère beaucoup en Nouvelle-Aquitaine avec les Basques, avec le Pays Basque, avec un réseau technologique qui s'appelle Technalia, qui est, je crois, le premier d'Europe dans ce domaine-là. C'est un réseau fait d'ingénieurs, de chercheurs, de décloisonnement du monde de la recherche et du monde de l'entreprise. Les Basques espagnols, auxquels d'ailleurs nous coopérons, parce qu'on est en train de faire un grand réseau, nous, avec nos plateformes technologiques et nos systèmes. Les Basques espagnols sont en train de fabriquer des machines de technologie additive, sont en train de recréer des robots, développer les cobots aussi, qui sont importants notamment dans les usines aéronautiques. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui avance par démultiplication, par contact. Nous, on a clusterisé tout le monde industriel de l'Aquitaine, c'est-à-dire on a créé un club des entreprises de taille intermédiaire, ce qui fait que les entreprises
peuvent échanger sur leurs pratiques, leurs problèmes, avec l'accompagnement de la région, mais la région est là plutôt en support et en retour pédagogique, ce qui fait que les équipes de la région récupèrent aussi systématiquement toutes les avancées qui se font dans les usines. Donc c'est du plaisir, du bonheur. Et donc, Voilà. quand je vous entends, on sent que pour vous, en fait, moderniser l'industrie, ce serait peut-être aussi le moyen de la conforter dans ces territoires, d'en faire le socle d'un développement rural. C'est ce aussi à quoi vous tenez. Et ça passe aussi pour... Oui, d'abord parce que 70% des usines sont à la campagne. Que nous avons maintenu le mot usine, je ne veux pas parler. L'usine va développer l'industrie, mais c'est pas pareil. D'accord. L'industrie, quelle est la réputation de l'industrie en France, pas en Allemagne? Je délocalise. Une absence de courage, une absence de stratégie, une absence de visibilité. Donc l'image de l'industrie chez nos concitoyens, c'est je délocalise. Ou je peux demain, avec les lois Pénicaud, être vidé du jour au lendemain. Soit je suis vidé, soit je délocalise au Maroc, en Tunisie ou en Pologne. Alors qu'il y a une vraie politique industrielle suppose de se baser sur la productivité et la compétitivité, et que l'usine, c'est une communauté humaine. Donc vous transformez cette image. Et en plus, en matière d'aménagement du territoire, alors on a des problèmes, nous ici, on était en réunion hier à la métropole de Bordeaux, parce qu'il y a une telle attractivité avec les initiatives de recherche, de transfert, de formation que nous avons prises, qu'aujourd'hui, on ne sait plus circuler. Et j'ai prévenu mes collègues élus et les industriels, maintenons nos PME, sous-traitantes notamment ou co-traitantes, à la campagne. D'abord, il sera beaucoup plus facile de fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices. Nous pourrons installer, comme on l'a fait sur Borde, des unités de formation immédiatement liées à l'entreprise. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. J'ai malheureusement la déception de voir le niveau national ne pas comprendre les ressorts de la réindustrialisation. Un mot à la Rousset avant de passer la parole à la salle. Il nous reste 5 petites minutes sur les perspectives de ce programme Usine du futur. Il y a eu la période 2014-2019. Vous en êtes à 600 entreprises diagnostiquées. Qu'est-ce qui se prépare maintenant pour l'avenir? Doubler, là, avec l'aide du pays, doubler. Qu'entre le diagnostic et le passage à l'acte, on accélère les choses. D'accord. Donc il y a tout ce système. On ne s'est pas arrêté là en matière de stratégie industrielle, puisqu'on a on a racheté à la BPI le dispositif dit d'accélérateur, dont tu as fait partie. Il en est revenu d'ailleurs. Il a bouleversé son usine, mais il vous l'a raconté. Je pense qu'il faut toujours être un pont plus loin. Être un pont plus loin, c'est se dire comment on accompagne maintenant les entreprises à monter en gamme. Il faut quand même tirer une autre leçon de l'Allemagne. Capitalisme familial, financement long, fonds propres, temps long pour ce qui est totalement inverse de la culture française. Culture française, on intervient 10 mois, on vend l'entreprise parce que ça peut être un blockbuster aux États-Unis. Enfin, je veux dire, l'incompétence d'une partie du monde financier est quand même meurtrier pour nos entreprises. Donc il faut qu'on travaille sur notamment la structuration de la sous-traitance. Parce que, quelle que soit la notion d'usine du futur, si vous restez à 35 et si vous êtes fournisseur d'Airbus, à un moment donné, ça va être compliqué. Donc comment je consolide? On ne pourra pas le faire sans les grands groupes. Mais ça va se faire aussi par des apports en fonds propres et le temps long. On parlait tout à l'heure de la formation des dirigeants, c'est quand même assez exceptionnel, cette formation de haut niveau de type IHEDM. Comment je monte en gamme? Et peut-être, enfin en tout cas c'est notre souci, nous aujourd'hui au niveau de la région, comment je profite
réseau où le rapport de confiance entre le pouvoir public et le monde industriel est très fort, c'est un peu notre originalité. On travaille sur le futur. Le futur, c'est quoi? C'est créer un consortium sur la batterie, anticiper les problèmes que l'aéronautique et notamment les motoristes vont connaître, parce que nos populations n'accepteront plus avec le réchauffement climatique le bruit et la pollution autour des aéroports. Donc il faut changer la motorisation de l'avion. Et changer la motorisation de l'avion, c'est l'hydrogène. Donc on est en train de mettre en place avec le CEA toute une réflexion, compris sur les problèmes de sécurisation d'emport d'hydrogène, parce que c'est ce qui peut être inquiétant à un moment donné. On est en train de travailler aussi, on a créé un réseau sur, alors ça n'a rien à voir avec l'industrie, mais il y a des retombées industrielles. Comment j'anticipe une reconquête de l'instrumentation médicale qui est partie à l'extérieur, alors même que le besoin des chirurgiens ou des médecins a complètement changé. Moi, j'ai des témoignages de chirurgiens qui viennent me dire, il faut que tu t'occupes, on va revoir ça. Et on a eu d'ailleurs, pas très loin d'ici, une conférence qui s'appelait Medipolis, où avec les acteurs, on a réfléchi comment je recrée les instruments médicaux dont ont besoin les chirurgiens, mais aujourd'hui, assistés par ordinateur, par l'intelligence artificielle. On a de jolies boîtes là, dans ce domaine-là. Il y a un grand défi aussi sur l'industrialisation qui est celle de lever les impasses que les agriculteurs vont avoir pour sortir du glyphosate et du pesticide. Parce que si on va acheter ça en Inde ou aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Le problème de la France, c'est qu'elle a perdu la capacité à anticiper que l'incompétence politique, je sais pas, ils sont terrorisés par le monde industriel, je sais pas, mais ça n'a pas été le cas dans les 30 années qui ont suivi la guerre. Là, aujourd'hui, c'est encéphalogramme plat. Moi, j'avais suggéré au président Hollande, pour l'avoir conseillé à un moment donné, de recréer un centre d'intelligence économique où on aurait rassemblé, comme ça a été fait autrefois, des experts, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des syndicalistes. Des syndicalistes. Comment j'anticipe dans le corps social les mutations nécessaires de l'économie et de l'industrie? Oui, donc il y a encore beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de choses. Malheureusement, on arrive sur la fin. Allez-y, je termine juste sur un point qui est un point à la fois d'espoir et en même temps de galère. Nous, on a une PME ici, c'est même une start-up, il doit y avoir une dizaine de personnes, qui a mis au point des molécules sur 3 pathologies. Cancer, avec des résultats spectaculaires. Les addictions, les États-Unis sont très intéressés. Et la reconquête cognitive des trisomiques 21. Que croyez-vous que les 2 financiers nationaux qui étaient dedans ont voulu faire dès qu'ils ont vu le potentiel? Vendre ça à un fonds américain. Il a fallu que la région double son capital. Elle peut intervenir au capital. Et ça, c'est quoi? C'est un problème de souveraineté, dont on n'a pas conscience. Quand on parle de souveraineté, on parle de l'armée, de la défense. Sauf que le prix des médicaments, ça fait partie de la souveraineté nationale. Et c'est le job qu'on essaye de faire aujourd'hui en région. Merci beaucoup, monsieur Alain Rousset. Merci à nos intervenants. On peut prendre juste une question. J'avais promis une séance de questions-réponses, mais elle va se limiter à une parce qu'on a 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question et donc une réponse concise de l'un de nos intervenants? Madame, on va vous passer le micro. Merci. Bonjour, Soraya Balion, je suis la dirigeante d'une petite entreprise de mécanique de précision qui est basée à Assat dans le 64. D'ailleurs, nos voisins sont là.
Je voulais juste, en fait, enfin c'est magnifique ce que je viens d'entendre, hein, mais sauf que vous êtes des structures, on peut dire plutôt de taille assez conséquente. Moi, je parle par rapport à une entreprise d'une quinzaine de personnes, et je ne suis pas la seule, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de moi, qui savent l'importance de la numérisation, de la digitalisation, de tout ce qui est innovation, mais qui quelque part se sentent un peu menottés par rapport aux besoins financiers qu'il faut mettre en face. Monsieur Rousset a bien dit, effectivement, il y a de l'investissement. Donc, ça veut dire du financement, ça veut dire des banques qui doivent suivre. Tout cela, moi, je me dis que tout le monde est conscient. Tous. Mais beaucoup, 80% d'entre eux se disent c'est pas pour nous, ça va être trop dur ou trop lourd à porter. Alors, moi, personnellement, j'ai démarré une démarche usine du futur. Hein. Je vous dis, je suis tout à fait là-dedans. Mais il faudrait peut-être que ceux qui ont déjà installé cette démarche, ceux qui sont déjà posés, qui ont réussi quelque part, puissent essayer de tirer un peu vers le haut les autres. Voilà, ça serait très bien. Est-ce que monsieur Grandjean, monsieur Rousset, en 1 minute, une réponse très courte. C'est exactement ce que nous faisons avec les clubs industrie du futur ou les clubs ETI, c'est-à-dire une relation de pair à pair. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà franchi un certain nombre de marches puissent aider ceux qui débutent. Et la force de l'exemple, la capacité d'industriels d'ouvrir leurs portes et de partager, je pense que c'est la meilleure solution. On a également localement parfois des clubs industrie du futur qui vont jusqu'à recommander des dossiers d'investissement auprès des financeurs. Donc je crois que c'est la meilleure des méthodes. On a des structures relativement importantes. Si vous voulez, en parallèle, on pourra en parler. Je peux vous donner quelques points d'entrée, mais je crois beaucoup à cette relation au sein d'une communauté industrie du futur de pair à pair. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous 5. On peut les applaudir très fort pour leur participation et je vous souhaite un très, très bon salon. Et tout de suite, il y a une nouvelle conférence. Merci.